Sud Radio, l'invité politique. Patrick Roger. Bonjour à tous. Mon invité ce matin, c'est Sébastien Chenu. Bonjour. Bonjour monsieur. Député du Nord, vice-président du Rassemblement national. Marine Le Pen au centre des débats ce matin. Sa présence polémique à la cérémonie au Panthéon pour Manoukian et son invitation de Gabriel Attal pour débattre aussi de l'agriculture. On va en parler, comme le droit de grève, l'imam du Gard, l'immigration ou encore Julian Assange. Alors pourquoi, Sébastien Chenu, Marine Le Pen persiste à assister à la panthéonisation de Missak Manoukian, alors que le comité de soutien aux résistants communistes juge sa présence inacceptable? Bon, permettez-moi d'abord de vous dire, monsieur Roger, qu'il y a des sujets qui sont largement, j'allais dire, surtraités par la classe politique et sous-traités par les Français. C'est-à-dire qu'il y a des polémiques qui sont allumées par la classe politique, et en tous les cas par le président de la République aujourd'hui, comme cette idée de ne pas accepter intellectuellement la présence de Marine Le Pen au Panthéon, qui en réalité sont à côté des grands sujets auxquels les Français sont confrontés. Il faut aussi voir la réalité en face. Les Français ne parlent pas matin, midi et soir de la panthéonisation de Manouchian et de la présence de Marine Le Pen. Non, mais c'est aussi une réalité. C'est une réalité, sauf que c'est dans l'actualité ce matin qu'il y a. Donc, si ce n'est pas si important que ça, finalement, pourquoi vous vous déplacez? D'abord, Marine Le Pen. Nous nous déplaçons parce que d'abord nous sommes invités. À partir du moment où c'est un hommage national par l'Élysée, par le président de la République, c'est un hommage. Vous avez un carton très officiel. Absolument, je l'ai reçu moi-même et j'accompagnerai évidemment Marine Le Pen. Vous-même aussi, Sébastien Chenu, en tant que vice-président de l'Assemblée nationale. Je serai présent. C'est un hommage national. On peut débattre de ce que doit être un hommage national, mais si dans un hommage national, on considère que Marine Le Pen, qui représente 42% des Français lors de la dernière élection présidentielle, n'est pas la bienvenue, alors on fait un hommage pour les gens qui pensent comme Emmanuel Macron, ou pour les gens qui, entre eux-mêmes, ont envie de se retrouver. Et on n'est plus dans un hommage national. Donc vous voyez, il y a quand même l'idée... Oui, mais parmi les arguments de certains, notamment dans le comité de soutien et d'autres, vous êtes un parti, héritier d'un parti fondé par justement des nazis et des collaborationnistes. Qu'est-ce que vous leur répondez? Écoutez, il y a plusieurs choses. D'ailleurs, je vais y répondre très, très clairement. Monsieur Sakoun, qui est le président du comité pour la panthéonisation de Manoukian, lui a dit le Rassemblement national fait partie des corps constitués, je reprends ses propos, et je respecte les institutions. Donc, vous voyez que ça fait quand même débat au-delà même de la pensée présidentielle. Moi, la première chose, c'est que je regrette que le président de la République ne cherche pas à unir les Français. Mais vous me direz, il ne l'a jamais fait. La politique d'Emmanuel Macron, attendez, la pratique vous ne politique... cherchez pas non plus vous-même aussi l'union, bien sûr, quand vous critiquez le président de la République ou quand vous critiquez la politique, donc lui, c'est normal aussi. Attendez, qu'on critique le président de la République lorsqu'on est dans l'opposition, c'est normal. C'est la démocratie, et je dois dire que même les électeurs nous ont désignés pour cela. Que le président cherche à diviser les Français, ne cherche jamais à les unir. Ce qu'il a fait depuis qu'il est élu. Je vois les pauvres contre les riches, les jeunes contre les vieux, les villes contre les campagnes. Emmanuel Macron a sans arrêt divisé les Français. Je crois même que c'est le premier président de la République qui divise à ce point les Français. Je pense que ça en dit long sur le cynisme d'Emmanuel Macron. La deuxième chose... Parce que vous avez quand même... Il avait dit dans un premier temps qu'il était plutôt favorable à ce qu'il y ait des discussions... avec le Rassemblement national, puisque Jordan Bardella a été invité à Saint-Denis. C'est d'ailleurs toute l'ambiguïté, le cynisme et le en même temps qui est un zigzag permanent du président de la République. C'est-à-dire que un jour il vous dit il faut parler au Rassemblement national, il invite Jordan Bardella dont il fait des compliments aux rencontres de Saint-Denis. Il a fait des compliments à Bardella. Bah oui, vous vous rappelez, dans toute la presse on a entendu Jordan Bardella est un type solide, est un type bien, etc. J'ai été impressionné, ils l'ont fait fuiter dans toute la presse. Puis ensuite, il ne faut pas parler au Rassemblement national. La semaine d'après, quand Elisabeth Borne utilise un argument moral contre le Rassemblement national, Emmanuel Macron lui dit surtout pas, il ne faut pas utiliser ce genre d'argument, c'est ridicule. Puis il revient lui-même à des arguments moraux. Le président de la République ou ne sait pas où il habite, ou s'amuse. Moi je crois qu'en réalité d'ailleurs, lorsqu'il dit que le Rassemblement national ne fait pas partie de l'arc républicain, c'est-à-dire qu'il dit l'inverse de ce que dit le Premier ministre, c'est une pierre dans le jardin du Premier ministre. À chaque fois il corrige les propos de ses premiers ministres
contre Madame Borne, Monsieur Attal, pour des raisons totalement opposées. Et je pense que ça en dit plus long sur la pratique du pouvoir qu'a Emmanuel Macron avec ses premiers ministres. Bon, donc vous estimez que votre présence ce matin est nécessaire aujourd'hui à cette cérémonie. Vous-même et donc Marine Le Pen, des représentants du Rassemblement national. Parce que Manoukian n'est pas l'otage d'un parti politique, n'est pas l'otage d'une quelconque sensibilité. Non, il a été l'otage de nazis, il a été même fusillé, quoi. Il est la police française de l'époque. Exactement. Il a été un grand résistant. Il est aussi une façon, peut-être aussi, de rappeler ce que nous devons à un certain nombre d'Arméniens, à la communauté arménienne. Je le dis parce que, voyez-vous, dans le même temps, puisqu'on dit qu'il était communiste et arménien, eh bien la semaine dernière, pas il y a un mois, pas il y a 6 mois, pas il y a 1 an, le Parti communiste, les élus communistes se sont abstenus sur une résolution à l'Assemblée nationale parlant du nettoyage ethnique qui pourrait être fait dans le Haut-Karabakh. Eh bien, et soutenant l'Arménie. Eh bien, nous l'avons voté. Les communistes se sont abstenus. Alors, moi j'aime bien qu'on vienne donner des leçons de morale à la terre entière, qu'on vienne dire, montrer du doigt qui est acceptable, trier les hommes politiques qui ont tous été élus de la même façon, mais il faut savoir balayer devant sa porte. Et je crois que les communistes, le Parti communiste d'aujourd'hui, qui porte le même nom qu'il a toujours porté depuis la nuit des temps, avec un héritage bien lourd en termes de ce qu'il a pu soutenir, en termes de régime, eh bien devrait être un peu humble et retenu dans sa critique. Oui, Sébastien Chenu, vous, à propos d'héritage, qu'est-ce que vous faites justement aussi des fondations du Front National qui est devenu aujourd'hui Rassemblement National? Comment vous voyez ça? Attendez, en plus vous ne venez pas des rangs du FN, vous étiez à l'UMP auparavant. Absolument. Et Quel regard vous portez là-dessus? Absolument. Vous ne pouvez pas tout nier. Mais moi, non seulement je ne nie rien, mais je dis tout. Quand le Front National s'est créé en 1972, il a, avec lui, agrégé un certain nombre de gens qui avaient fait des choix différents dans l'histoire de notre pays. Oui, il y avait des gens qui n'avaient pas été, c'est le moins qu'on puisse dire, résistants. Mais il y avait aussi d'authentiques résistants. Je pense à Georges Bidault. Pourquoi tous ces gens, en 72, se réunissent sous, le leadership de Jean-Marie Le Pen? Parce qu'en 72, la menace, c'est l'URSS, c'est le communisme. Et que ces gens qui étaient non gaullistes, alors ils avaient été résistants ou pas résistants ou attentistes. Je rappelle qu'il y a eu beaucoup de gens qui étaient attentistes dans l'histoire de notre pays. Tout le monde n'était pas un héros, tout le monde n'était pas un salaud. Eh bien, ces gens se sont réunis, ils n'étaient pas gaullistes et ils étaient des résistants à l'Union soviétique qui avançait. Donc voilà comment s'est structuré le Rassemblement national, avec des gens qui étaient d'authentiques résistants et avec des gens qui ne l'étaient pas. Et aujourd'hui, au sein du Rassemblement national, il n'y a pas de gens qui ont été affiliés à ces idées justement néo-nazis. C'est même la raison. Non mais dites-moi, est-ce que vous avez fait le ménage avec Marine Le Pen? Mais je ne sais pas. Parce qu'on le dit souvent. Je ne sais pas combien de temps et jusqu'où il faudra qu'on le dise, mais je veux vous dire la raison la plus objective de la façon dont Marine Le Pen a voulu changer les choses en créant le Rassemblement national, c'est qu'elle a exclu Jean-Marie Le Pen pour les propos qu'il pouvait tenir, qu'il tenait et avec lesquels elle était en profond désaccord. Et je vais même au-delà, quand Marine Le Pen... Donc au sein du parti, vous avez fait complètement le ménage. Quoi. Mais la question me semble même saugrenue, je vais vous dire aujourd'hui. Totalement saugrenue. Parce que c'est une question qu'on nous pose. Oui, enfin on nous la pose tous les 6 mois. On répond tous les 6 mois. Parce qu'il y a un événement dans l'actualité qui nous ramène évidemment à cette histoire. Mais je crois, Monsieur Roger, que nous on n'a pas beaucoup d'ambiguïté. Mais j'aimerais que les autres en aient tout autant pour eux. Quand le Parti communiste, l'année dernière, propose une résolution qualifiant Israël d'État d'apartheid, tout le monde trouve ça très bien. Écoutez, quand les gens de LFI ne condamnent pas les attentats terroristes du Hamas, bon, ça ne fait pas, ça ne heurte pas grand monde, visiblement. On ne leur pose pas la question toutes les semaines. Nous, toutes les semaines, il faut qu'on se justifie sur la création d'un mouvement. Il y a eu en fait des invités à qui on a posé la question ici en studio. Je vais vous dire même, ce procès, en fait, l'idée de nazifier ses adversaires politiques, de les ramener sans arrêt à l'histoire de notre pays, non seulement n'est pas acceptable, mais on devrait, dans le débat politique, ne jamais toucher à la Shoah, ne jamais instrumentaliser cette époque épouvantable de notre histoire. On ne devrait jamais insulter un adversaire politique de nazi parce que ça banalise les choses et parce que la Shoah devrait rester un intouchable de la vie politique. Donc on arrête ces procès, qu'on arrête de montrer du doigt des hommes et des femmes qui sont d'authentiques
politiques patriotes qui sont élus par les Français. Les Français, ils ont tranché depuis longtemps. Oui, à travers en tout cas des événements tels que celui-ci aujourd'hui, ça permet aussi de remettre en fait du contexte et de remettre l'histoire au centre. Oui, exact. Non, mais c'est vrai. Mais dans l'histoire, dans l'histoire, vous avez raison. Dans l'histoire, par exemple, faut pas oublier d'où on vient. Dans l'histoire, aujourd'hui, l'humanité fait une une sur Manoukian, mais elle faisait une une sur Staline lorsqu'il est mort. Donc l'humanité, dont les dirigeants communistes négocient avec l'occupant nazi pour qu'elle puisse reparaître. Donc vous voyez, quand on veut regarder l'histoire, eh bien on la regarde dans son entièreté et on ne décroche pas, on ne donne pas. Revenir sur évidemment. Bah oui, mais là on peut pas revenir justement sur les autres. Mais sur l'ensemble. Et pourtant le Parti communiste s'appelle toujours le Parti communiste et il a un héritage au minimum un peu lourd en ce qui concerne les idéologies qu'il a soutenues à travers le monde. Sébastien Chenu, venons-en à l'imam Majoubi, l'imam du Gard. Est-ce qu'il va être possible de l'expulser? Alors il y a un député du RN du Gard, Pierre Meurin, qui lui offre un billet d'avion pour quitter le territoire. Ce n'est pas un peu de la provocation, ça? Surtout, moi je ne vois pas pourquoi ce serait... on offrirait un billet d'avion à un imam. Enfin, je veux dire, il faut qu'on l'expulse. Il n'y a pas de raison de... c'est un député de chez vous. C'est même très gentil. Vous condamnez ça? Non. Non, parce que ça dit ce que nous souhaitons et ça dit surtout, ça souligne la faiblesse de la réponse de l'État. Reprenons un petit peu l'histoire. La faiblesse de l'État, c'est qu'il y a une enquête préliminaire qui a été ouverte. Oui. D'abord, première chose, cet imam du Gard, son discours a été mis en exergue, mis dans la lumière par des députés du Rassemblement national. Nicolas Maisonnet, député du Gard, Madame Pascale Borde, députée de Bagnols, qui, la ville dans laquelle prêchait cet imam, ont dénoncé, pas hier, pas avant-hier, depuis déjà un certain temps, les propos inadmissibles de cet imam. S'il ne l'avait pas fait, peut-être que Gérald Darmanin aurait détourné le regard, parce que Gérald Darmanin, il fait semblant le préfet de combattre du Gard s'est saisi de cette histoire, quand même. Parce que les députés du Rassemblement national ont joué leur rôle de lanceur d'alerte. Et c'est tout à leur honneur. Et il faut le dire. Moi, j'aimerais, là encore, qu'on n'allume pas des polémiques stériles, mais qu'on regarde les choses telles qu'elles sont. Gérald Darmanin devait exclure, après l'assassinat du professeur Bernard à Arras, 183 étrangers radicalisés. Où en sommes-nous ? Qui a-t-il exclu? Gérald Darmanin nous dit nous avons augmenté de 26% les expulsions d'étrangers radicalisés jugés comme dangereux. Ça veut dire 9 personnes en réalité. 9 personnes. Donc il y a un moment. Les procédures sont assez longues. Oui, il y a le droit. Il faut respecter le droit. Bien sûr, mais il faut faire là, à travers cette initiative, Pierre Meurin, il passe au-dessus du droit. Non, et c'est un symbole parce qu'il faut faire évoluer le droit. Il faut faire changer le droit. Et Gérald Darmanin qui fait semblant, parce qu'il sait très bien lui-même qu'avec l'état du droit actuel, il n'est pas possible d'expulser aussi rapidement que nous le souhaiterions des gens qui tiennent ce type de propos, eh bien refuse en réalité de faire évoluer le droit. C'est pas sa minable loi sur l'immigration qui... Minable? Oui, c'est minable. Le résultat... on l'a dit, c'est tout petit. Mais oui, parce qu'on a dit... voté. Mais oui, vous avez voté une loi minable, alors. Mais oui, c'est tout petit. Mais attendez, c'est quelque part, vous savez, Marine Le Pen a eu cette expression, elle a dit sur le chemin qui mène de Paris à Brest, lorsque vous arrivez finalement au Mans ou vous n'avez fait que la moitié du chemin. Vous êtes dans la bonne direction, mais vous n'avez fait que la moitié du chemin. C'est un peu ça. En tout cas, c'est une loi minable. C'est tout petit, c'est minable, c'est ridicule. Ça allume un signal qui dit que oui, enfin, on a compris qu'il fallait aller dans ce sens-là. Raison pour laquelle nous l'avons voté. Je rappelle que si on avait voté contre, je rappelle que si nous avions voté contre, Patrick Roger, cette loi n'aurait même pas pu être adoptée. Donc le Conseil constitutionnel l'a ensuite, j'allais dire, abîmé un peu plus et l'a vidé de son sens. Tiens, Sébastien Chenu, à ce propos, Marie Lebec, ministre en charge des relations avec le Parlement, qui était mon invité hier matin, disait qu'en aucun cas elle ne travaillait avec le Rassemblement national. Vous qui êtes à l'Assemblée, vous êtes vice-président de l'Assemblée nationale, est-ce que vous travaillez avec la majorité ? Alors, c'est pas de travailler avec. D'abord, c'est bizarre que la ministre des Relations avec le Parlement dise qu'elle ne travaille pas avec le principal groupe d'opposition. Nous sommes le premier groupe d'opposition. Donc, en fait, elle est ministre des Relations avec la majorité ou des relations avec les groupes politiques qu'elle choisit. Pas que les Français ont choisi, mais qu'elle a choisi. Passer des textes. Oui, d'accord. Bon, sauf que sur la loi immigration, c'est passé. Nous avons une logique et je veux dire, elle est transparente. Les Français l'ont vu
à chaque fois que nous considérons que quelque chose va dans le bon sens, si petit soit-il, si minable, ai-je utilisé le terme tout à l'heure, soit-il, eh bien à partir du moment où c'est le début d'une histoire qui peut aller dans le bon sens, nous le votons. À chaque fois que ça ne va pas dans le sens de l'intérêt des Français, je pense à la réforme des retraites, nous nous y opposons. C'est assez simple comme principe. Avec la majorité, s'il le faut. Nous soutenons des textes et nous avons soutenu des textes et des amendements de tous les groupes politiques, Patrick Roger, pas uniquement de la majorité. Lorsque nous, pour moi, là, en français, c'est avec. Hein. Voilà. Non, mais attendez, quand nous considérons que ça va dans le bon sens, moi, j'ai soutenu des amendements et j'ai pas travaillé avec. J'ai soutenu des amendements de la gauche, des LR et de la majorité. Ça veut pas dire que je travaille avec eux. Quand quelque chose va dans le bon sens, regardez, lorsque Gérald Darmanin propose des dispositifs qui peuvent aller dans le bon sens sur le droit du sol à Mayotte, nous le défendons, nous n'allons pas nous y opposer aujourd'hui. On ne travaille pas avec le gouvernement, on s'y oppose. Mais si, là aussi, si petit soit-il, un effort peut être fait pour un mieux-être de nos compatriotes mahorais, eh bien nous allons le voter. Mais c'est du bon sens. Et c'est même l'inverse du sectarisme. Et c'est même ce que demandent les Français, qu'on puisse dépasser des appartenances politiques pour un moment voter des textes qui peuvent améliorer la situation, mais aussi s'opposer. Il faudra réinventer un autre mot qu'avec. Hein. Oui, mais c'est pas ça. Non, mais avec, c'est se mettre autour du table et travailler ensemble sur un texte. Jordan Bardella. À travers, c'est pas ça. On fait notre boulot de député, d'opposition, et on fait notre boulot de député responsable. Jordan Bardella veut organiser les états généraux de l'immigration, puisqu'on parlait d'immigration. À quoi ça va ressembler alors? Ça va avoir lieu fin mars à Paris. Ça ressemblera qui? Pourquoi? Alors ça aura lieu le 26 mars à Paris. Moi, je me souviens et je trouve qu'il y avait des bonnes pratiques à une époque dans la vie politique française, qui étaient les états généraux. Il y a eu dans les années 80, 90, 2000, notamment à droite, mais je crois aussi la gauche faisait des états généraux sur des grands sujets qui étaient les grandes préoccupations des Français. Ça nourrissait le débat public, le débat politique, ça permettait de confronter des points de vue avec des experts, des intellectuels, des politiques, des analystes, des gens qui avaient un témoignage à apporter sur ce qu'on appelle les grands défis de notre société. Nous considérons, évidemment, et les Français avec nous, si j'en crois les sondages, que l'immigration est un défi majeur pour notre société. Par conséquent, un défi intérieur et un défi extérieur. Extérieur parce que les problématiques de migration sont devant nous, les migrations climatiques, les migrations économiques, et puis aussi les conséquences d'une immigration totalement dérégulée à l'intérieur de notre pays. Vous voulez prendre les choses un peu à plat pour poser tout ça. Je crois que c'est important de faire les choses dans la lumière, avec beaucoup de sérieux, et de démontrer aussi les solutions qu'on peut apporter. Avec qui? Je utilise le mot avec, là, Sébastien. Oui, mais avec qui? Parce que soit des états généraux, vous invitez beaucoup de monde, sinon c'est un petit séminaire, de parti. Vous avez raison. Moi, je crois qu'il faut. Il faut utiliser les mots. Il faut être très ouvert. Alors là, qui est invité? Écoutez, la liste est pas encore faite, mais il y aura des gens extérieurs au Rassemblement national. J'espère bien. Il y a beaucoup de gens qui ont des choses à dire en matière d'immigration. Quand je lis les tribunes de Jean-Éric Chatel, de Noël Lenoir, qui était membre du Conseil constitutionnel, ces gens-là ne sont pas du Rassemblement national. Même Lenoir, elle vient de la gauche, elle a été ministre sous Dominique de Villepin de mémoire. Enfin, donc vous voudriez qu'il y ait des gens de la société civile extérieure à vos idées du Rassemblement national aujourd'hui viennent à ces états généraux. Vous allez les inviter. Est-ce que vous êtes prêt même à inviter des gens de gauche? Mais il n'y a aucun problème à aujourd'hui demander à des hommes et à des femmes qui ne partagent pas nos options de livrer leur analyse, leurs convictions et leurs propositions. Vous savez, mais ça demande quoi? Ça demande une certaine forme, pour eux, probablement de courage, mais aussi de liberté intérieure, s'affranchir de la tutelle des partis politiques ou de la tutelle des inclinaisons politiques pour venir débattre d'un sujet fondamental qui fait consensus. Rappelons que l'immigration, ça fait consensus dans la population française. Une majorité de Français aujourd'hui disent qu'il faut moins d'immigration, sont favorables à un durcissement. Une autre immigration, pas une autre immigration, moins d'immigration. Dans les sondages, c'est quoi une autre immigration? Non, des critères économiques, des gens qui sont pourchassés de chez eux. Dans tous les sondages, vous fermez. Non, mais attendez. Dans tous les sondages, les Français vous disent il faut moins d'immigration. Il faut d'abord arrêter le flux. On ne peut pas continuer à accueillir 500 000 personnes par an. Après, que le droit d'asile puisse être maintenu. Bien sûr que le droit d'asile, nous y sommes attachés à condition qu'il ne soit pas détourné, qu'il ne soit pas sur un plan économique également.
Non, il n'y a pas besoin d'immigration économique. On les voit tous les chefs d'entreprise. Hein, non, oui, non, dans le bâtiment, ils n'arrivent pas à trouver. S'ils n'avaient pas ces gens-là, mais les chantiers n'avanceraient pas. C'est pas un faux débat. Ce sont des faux débats. Sébastien Chenu, vous avez discuté avec des patrons de petites entreprises, notamment dans le secteur du bâtiment. Mais je vais vous dire, comment peuvent-ils faire dans le Nord, dont je suis l'élu, il y a chez nous plus de chômage qu'il n'y en a ailleurs. Il y a donc plus de gens, de compatriotes, de Français qui cherchent du boulot, qui méritent d'être formés et d'être aiguillés sur des boulots. Et pourquoi pas dans ces secteurs-là ? Parce qu'ils sont souvent peu rémunérateurs, parce que lorsque vous êtes serveur dans une grande ville, dans une brasserie, eh bien il faut pouvoir vous loger, il faut pouvoir vous transporter, et que en ne traitant pas la question salariale, en ne traitant pas la question du logement, en ne traitant pas la question des transports, eh bien on se met dans ce type d'impasse. Traitons la question de la formation, la question des salaires. Je vous rappelle que dans nos propositions, nous portons celle d'une hausse des salaires de 10% jusqu'à 3 fois le SMIC en échange d'un gel des cotisations patronales. Et puis il faudrait la question du transport et du logement, enjeu majeur qui est devant nous. Si on ne traite pas ces questions-là, eh bien on se met dans des impasses. Sébastien Chenu, la médaille de Bardella, des policiers ont remis une médaille lors d'une visite sur le terrain. C'était un commandant d'une compagnie de CRS. Est-ce que les fonctionnaires ont manqué à leur devoir de neutralité ? Non, pas du tout. D'ailleurs, là encore, quelle polémique un peu stérile, sincèrement. Gérald Darmanin ouvre donc une enquête. Il a demandé un rapport administratif. Oui, contre ses services. C'est quand même intéressant. C'est-à-dire qu'en fait, parce qu'il y a un devoir de neutralité. Mais remarquez, vous me direz, dès que le Rassemblement National bouge une oreille, Darmanin demande une enquête. On parle de l'imam Majoubi. Hop, une enquête est ouverte. Très bien. Jordan Bardella reçoit une médaille de la part des CRS lors d'un déplacement. Hop, une enquête est ouverte. Est-ce que sincèrement, Gérald Darmanin pourrait mettre son énergie à autre chose qu'à ouvrir des enquêtes contre ses propres services lorsqu'ils le remettent, après avoir fait vérifier toute la légalité de ceci? Les services ont demandé, c'était légal, évidemment, bien sûr, ils ont demandé les autorisations préfectorales pour remettre, comme ils le font en général à tous les hommes politiques qui viennent les saluer, une médaille sans aucune réserve. Pour vous, circuler, il n'y a rien à voir. Je veux dire, moi, je rêve de l'inverse. Je rêve qu'un jour, ce soit un responsable, un leader, un ministre du Rassemblement National qui remette une médaille au CRS, parce que non seulement ils en ont bien besoin, mais ça voudra dire deux choses. Ça voudra dire que nous serons aux responsabilités et que nous saurons, au lieu de mener des enquêtes contre nos services, nous saurons reconnaître leurs efforts. Et leurs mérites. À propos des agriculteurs, Gabriel Attal propose un débat à Marine Le Pen. Pourquoi refuse-t-elle ? C'est quand même amusant. Gabriel Attal et Emmanuel Macron nous disent cette semaine. Là aussi, il y a 6 mois, cette semaine, Marine Le Pen, le Rassemblement National ne sont pas dans l'arc républicain. Mais on lui propose de débattre. Est-ce qu'à un moment, ces gens vont être cohérents avec eux-mêmes? Est-ce qu'à un moment où vous avez en face de vous des adversaires que vous considérez comme étant avec lesquels il est possible de discuter, de débattre, parce que vous les considérez dans le débat républicain, dans le champ républicain, où vous dites non, ils n'y sont pas, et alors on ne leur parle pas. Donc ils sont en pleine incohérence. Gabriel Attal, on a compris. C'est un garçon de communication, ça trouve ses limites, on est en train de le voir, mais il a une forte popularité. Hein, quand même. Oui, elle a beaucoup baissé d'ailleurs. Non, il passe devant. Elle a beaucoup baissé devant Édouard Philippe, qui ne fait plus vraiment de politique. Mais Gabriel Attal, il veut profiter de la lumière de Marine Le Pen pour exister. Marine Le Pen lui dit: vous êtes Premier ministre, Monsieur Attal, eh bien allez débattre avec celui qui sera Premier ministre de Marine Le Pen, avec Jordan Bardella. C'est exactement là où on vous demande d'agir. Et puis, Monsieur Attal, arrêtez de débattre. Agissez, arrêtez le blabla, activez-vous, arrêtez de taper dans le dos des agriculteurs aujourd'hui et demain au sein de l'agriculture. Lorsqu'à Bruxelles, vous laissez continuer à négocier le Mercosur, lorsque vous continuez les mêmes logiques se poursuivre sur le dos des agriculteurs. Oui à un débat, mais c'est Jordan Bardella et ce n'est pas Marine Le Pen. Mais c'est la logique institutionnelle. On nous a dit, Gabriel Attal, c'est l'arme anti-Bardella. C'est celui qui va empêcher Bardella de faire un score incroyable aux européennes. Eh bien, Marine Le Pen n'est pas candidate aux élections européennes, et bien que Gabriel Attal aille débattre avec Jordan Bardella, mais peut-être que ça lui fait peur. Oui, Sébastien Chenu. Est-ce qu'il faut sanctuariser le droit de grève ? C'est-à-dire que déclarer 60 jours, par exemple, ou 30 jours, une période pendant laquelle il ne pourrait pas y avoir de grève, notamment dans les services publics et à la SNCF. C'est une proposition qui vient des Républicains, notamment. Le droit de grève, il est déjà sanctuarisé. Il est dans la Constitution. Donc, mais sur ça, je veux dire, il faut aussi
aussi dire les choses. On va pas réouvrir des débats. Non. Moi, je ne suis pas pour qu'on remette en cause le droit de grève. Ouais. En revanche, qu'il y ait des jours dans lesquels des jours fixes dans lesquels il n'y ait pas de grève, on peut y être attentif dans, j'allais dire, 3 secteurs, les transports, le rail, l'énergie et les hôpitaux. On peut, mais à une condition. C'est que ce soit pas le gouvernement qui décide, c'est que ça se fasse avec les partenaires sociaux et dans un dialogue social qui aujourd'hui est très abîmé. Je veux dire, on peut imaginer dans un pays moderne qu'effectivement il y ait des jours, notamment les vacances scolaires, les grands week-ends de chasse et croisée. Ça vous y êtes favorable? Mais on peut, il n'y a pas de tabou. Mais d'abord, ça n'empêche pas et ça ne vient pas entamer le droit de grève auquel nous sommes évidemment attachés. Il est constitutionnel, mais il ne faut pas que ce soit à la main du gouvernement. Il ne faut pas que ce soit le gouvernement qui décide. Bon, mais vous seriez prêt à voter une telle... Ce n'est pas exactement ce qu'il y a dans le texte. Ce n'est pas ce qu'il y a dans le texte qui est déposé par l'UDI, je crois, plutôt que les LR au Sénat. Il y en a... Ce n'est pas cela qui est défendu. Si ça vient, vous pourriez le voter. En tout cas, pas le texte qui est déposé là, non. Non, mais vous êtes favorable. On peut regarder pour qu'il y ait des jours fixes, je viens de vous le dire. On peut regarder pour qu'il y ait des jours fixes, ça peut être un élément du débat. Sébastien Chenu, Julian Assange, une décision est attendue aujourd'hui sur une possible extradition du lanceur d'alerte vers les États-Unis. Alors Marine Le Pen le défend. Nathalie Loiseau réplique en disant il a aidé, il a participé à la manipulation d'élections américaines de 2016. C'est pour ça, on comprend pourquoi Marine Le Pen le défend. Qu'est-ce que vous répondez? Non, mais Madame Loiseau, qui est complotiste, mais c'est normal, elle a commencé dans les rangs de l'extrême droite, elle a été militante étudiante au GUD, donc il lui reste un peu de quelque chose de complotiste, voit des complots partout, et navrant. Marine Le Pen a indiqué que notre pays se grandirait à accueillir Julian Assange. Donc nous réitérons cette proposition. Merci Sébastien Chenu, député du Nord, vice-président du RN et vice-président de l'Assemblée nationale. Dans un instant, vous allez pouvoir réagir à cette interview, à tous les sujets qu'on a évoqués, aussi au mouvement des agriculteurs qui repart. On l'a entendu ce matin sur Sud Radio avec le reportage de Christine Bouillot du côté de l'A62.